Bel bonsoir, peuple, moi, qu'espère que vous êtes bien. Bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire. Bienvenue à vous dans votre émission Tout peut-être. C'est votre rendez-vous, le rendez-vous des constructions, chercher de nouvelles alternatives, travailler dans notre non-non pour pouvoir résoudre certains problèmes. Et ce soir, vous connaissez déjà l'équipe. Saïdi Aïloïch. Nous là, posé. Ça va tranquillement? Oui. Tranquillement, on parlait de... Bon, bref. Le carnaval là qui arrive, moi je dis ça, mon pas honte dit que mon cas militaire, mon cas fait carnaval. Et ce soir, nous avons un invité, nous allons parler de la thématique suivante, être un homme au pays. Bonsoir notre invité, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va tranquillement, un visage que j'ai reconnu. J'espère également que vous, téléspectatrices et téléspectateurs, que vous avez également reconnu. On avait parlé de musique. Oui. L'année dernière, tu nous disais au mois de novembre 2020. Ah oui, novembre, ouais. Déjà novembre. Et là, on va continuer. On a pu parler d'afroféminisme, d'intersection avec Madame. Il y avait. Rappelle-moi, alors, s'il te plaît. Il y avait Valériane Edmond-Mariette, ensuite Neil Cuivar et Yemanja Batucci. Voilà. Sur 2 volets sur l'intersectionnalité, l'afroféminisme avec Valériane. Et là, on va continuer un petit peu sur. Là, je dirais la relation homme et femme. Et là, on va continuer avec un homme qui est juste là parmi nous. Comment vas-tu? Si tu veux te présenter, s'il te plaît. Écoute, ça va. Je m'appelle Ven, du coup, je suis artiste. Et pour ce qui est de notre thématique du jour, je suis ici parce que je représente un collectif de cercles d'hommes en Martinique. Et je suis là du coup pour parler du sujet, parler de notre activité, de nos activités, puisqu'on fait des cercles d'hommes, des cercles mixtes. On participe des fois à des initiatives, des conférences, et on a quelques constats à effectuer sur notre participation sociologique en tant qu'homme dans la part sociétale et la responsabilité collective de comment on fait société avec les femmes notamment. D'accord. Et ouais, il y a des choses à dire. On travaille une complémentarité, mais bon, ça, on va en parler tout à l'heure. Ouais, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Ulrich, pourquoi la thématique de ce soir? Du coup, comme on a fait afroféminisme et l'intersectionnalité, et dans tout ça, justement, on a eu des invités qui étaient des femmes, parce que du coup, ce sont elles qui portent ces combats. L'idée, effectivement, c'était de savoir si on est sur comment assainir les relations hommes-femmes, mais en fait, aussi de voir quelle peut être la vision des hommes, et des hommes, justement, qui s'impliquent dans le fait d'améliorer nos relations et de voir, en fait, comment on se situe par rapport à ce combat. Donc, pour moi, c'était totalement légitime de passer, justement, cette émission-là sur les 4 volets, pour pouvoir en fait donner la parole aux hommes et voir en fait comment on se positionne, qu'est-ce que ça donne, comment on peut se projeter et quel est le constat en fait qu'on peut faire de notre évolution dans la société martiniquaise en tant qu'homme. Au passage, une dédicace pour l'association La Coupe Papa et Papa Géniteur également, qui œuvre également à ce travail-là pour les hommes et ce travail-là pour les hommes et avec les femmes aussi. Donc c'était juste une petite dédicace. Et pour débuter cette émission, après, tu voulais interagir par rapport à son introduction? Parfait. Non, j'ai rien à dire. C'est nickel. On va commencer avec la première question. Quel est ton avis sur l'afroféminisme en Martinique? Alors, mon avis sur l'afroféminisme en Martinique, c'est que en tant qu'homme, je suis pas spécialement le mieux placé pour en parler, et il faut demander et poser cette question à des personnes qui se définissent afroféministes en Martinique. Et tu as quand même un regard. Oui, j'ai quand même un regard, mais en fait, je vois pas en quoi mon avis est important. Ça reste un homme qui donne son avis par rapport Ouais, mais justement, c'est exactement ça. On donne beaucoup notre avis en tant qu'homme, et peut-être que moi, je suis pas maçon. Si tu me demandes mon avis sur comment faire un mur, je vais te dire, je sais pas. Tu vois, je sais pas comment. Je sais pas comment faire un mur bien droit. Tu vois, il faut demander à un maçon. Et je pense que c'est la même chose
Voilà, mon avis, c'est qu'il faut demander aux principales intéressées, parce que ma vision est biaisée. Je ne suis pas dans le corps d'une femme, et encore moins dans le corps d'une femme noire, dans une société colonisée et une société qui a été qui est occidentale en fait. Et donc du coup, il n'y a pas, enfin, j'estime ne pas être à la bonne place pour parler de ça. Il y avait Valérie Montmariel qui expliquait que pour elle en Martinique, il y avait c'était pas un afroféminisme, mais un féminisme martiniquais. Oui. De femmes martiniquaises. Je suis d'accord par rapport à ça. Je vais pas être redondant en disant c'est pas à moi d'en parler, mais en vrai, oui, bien sûr, mais parce que alors, c'est une histoire de définition de terme. À partir du moment où on définit un terme de manière précise, on va dans le dictionnaire, il y a aucun problème. Maintenant, oui, notre situation au pays, elle est particulière et forcément le féminisme ici a des caractéristiques propres à la Martinique que l'on ne retrouvera pas ni à Sainte-Lucie, ni en Dominique, ni ailleurs. Donc c'est plutôt logique. Ulrich, bon, j'ai envie de savoir également de ton côté. Moi, je me situe comme un allié des combats afroféministes, féministes en Martinique, puisque moi, je pars du principe, effectivement, que je reconnais qu'il y a une domination masculine, et donc que je reconnais aussi qu'elle est à la fois néfaste, évidemment, sur les personnes qui sont oppressées, donc notamment les femmes, mais elle est aussi, en fait, je constate de plus en plus qu'elle est néfaste aussi pour les hommes et les hommes martiniquais. Parce que je ne vais pas parler des hommes blancs, qui sont eux, ceux qui sont privilégiés par ce système, mais les hommes martiniquais, effectivement, se retrouvent eux-mêmes oppressés et eux-mêmes oppressent une autre couche. Et en fait, le fait de supprimer ces couches d'oppression, à mon avis, sera plus profitable pour que les hommes puissent être ceux qu'ils ont envie d'être déjà. Ça pourrait être important. Et du coup, diminuer tout ce qui sera lié aux stéréotypes de genre et ceux qui tuent finalement les hommes martiniquais. Je répète toujours que on est majoritairement en prison. Les meurtres, c'est des Martiniquais, c'est des hommes martiniquais sur des hommes martiniquais. Les accidents de voiture, c'est des hommes martiniquais qui se tuent. Enfin bref. Quand on fait ce constat-là, on ne peut pas en fait rester là et se dire que c'est un système qui nous profite, alors en fait que en ayant des conduites à risque, en fait on se tue. Et donc à la fois on se tue physiquement, mais aussi mentalement, parce que pour moi on s'aliène tout le temps. Donc mon avis c'est que c'est une cause qu'il faut épouser. Et j'aime bien justement le positionnement de Venn, en plus on en a beaucoup discuté, qui dit qu'on donne souvent notre avis là-dessus, c'est vrai. Et effectivement c'est bien que, à mon avis, qu'un homme puisse reconnaître que, en fait, on donne trop notre avis là-dessus et qu'il faudrait en fait. Tu trouves que les hommes donnent trop leur avis par rapport à. Dès qu'on se retrouve dans une conférence sur une thématique qui est liée au féminisme, et là, par exemple, le carnaval arrive sur les tenues des femmes, oui, les hommes systématiquement en fait donnent leur avis et même donc font ce qu'on appelle du mansplaining, c'est-à-dire qu'ils vont dire même aux femmes comment faire leur propre combat. Si nous on n'accepte pas en fait que des personnes étrangères à nos combats le fassent pour nous, on peut pas en fait l'accepter sur d'autres luttes. C'est dans une idée de confrontation. C'est dans une idée de confrontation. Souvent, s'il y a des hommes qui vont peut-être vouloir parler de l'afroféminisme, ils sont plus dans une confrontation, oui. dans un aspect contestataire des choses. Exactement, oui. Parce que du coup, ça remet son statut de privilégié en cause. D'accord. Donc, on a répondu par rapport à la deuxième question. Comment, selon vous, les hommes le perçoivent? Ça va dépendre. C'est-à-dire que, comme tu disais, ça devrait être, entre parenthèses, le problème des femmes. Ah non. C'est pas du tout ce qui a été dit. On a dit que, par contre, c'est elles qui mènent, qui ont le lead sur ce combat-là, puisqu'effectivement, c'est comme si, en fait, on dit qu'on lutte contre le colonialisme, mais que du coup, ce sont les colons qui doivent gérer le combat à notre place. Non, ce sont les femmes qui doivent mener le combat. Et nous, en tant qu'hommes, à mon avis, on devrait s'y allier parce qu'on a tout intérêt à rompre avec cette oppression-là, à la faire subir et nous-mêmes, en fait, le subir. Et maintenant, comment les hommes martiniquais le perçoivent? Moi, à titre personnel, quand je discute avec les personnes qui sont autour de moi, je constate de la défiance et ce côté menaçant où j'ai le sentiment effectivement que beaucoup d'hommes relatent le fait qu'ils se sentent menacés par ça, qu'ils sentent que ça remet en question leur masculinité, leur virilité, ça affaiblit la famille. Enfin bref, j'entends beaucoup de choses, mais c'est beaucoup lié, à mon avis, à de l'ignorance et sur des mécanismes mentaux qui veulent qu'on se défend en fait comme on peut
quand on est bougé sur nos privilèges. Par rapport à un changement ou par rapport au privilège, Ouais. effectivement. Ben, Comment tu as l'impression que c'est perçu, toi Bah écoute, j'ai rien à rajouter. Si tu veux, c'est clair comme de l'eau de roche, comme tu dis. C'est-à-dire que les personnes, parce que ceux qui, je suppose, méritent un petit peu de clarification, on parle du système patriarcal. Ici, on parle du système patriarcal, au-delà du féminisme qui est une conséquence du système patriarcal. On parle du système patriarcal et c'est un système qui crée de la domination, des discriminations. Et effectivement, il y a une nécessité pour les oppresseurs dans le système patriarcal qui ne sont pas forcément que des personnes du sexe masculin. On soit bien d'accord, le système patriarcal est un système de domination qui s'exerce sur absolument toute la population. ce n'est pas les héritiers. Nous sommes tous victimes et la plupart bourreaux de ce système. Je veux dire, à partir du moment où en fait on établit un rapport de domination, en particulier s'il est de genre, mais ça peut être aussi des rapports de domination dans l'éducation, on entre dans un système de domination patriarcale. Et c'est ça, en fait, le système sur lequel on doit avoir beaucoup de vigilance lorsqu'on rentre dans une lutte ou un combat pour essayer de changer le système. Est-ce que malgré nous, je vais répéter, est-ce que malgré nous, nous ne sommes pas ces héritiers du patriarcat? Ah oui, oui, totalement. Mais c'est ça, c'est-à-dire que on ne naît pas dans une terre qui est vierge et puis c'est nous qui la façonnons. On est éduqué dans un système, d'ailleurs, on en parlera peut-être après, mais c'est un sujet qui est revenu beaucoup dans les cercles de parole, qui est le sujet de comment on fait lorsqu'on a été éduqué de manière problématique pour se sortir puisqu'on évolue dans la vie par mimétisme. Donc on copie le comportement de nos parents, le comportement de nos... Quand je dis parents, je parle pas forcément de papa-maman, mais des gens qui nous éduquent. De la lignée d'une certaine manière. Ouais. Mais c'est-à-dire, on est éduqué aussi par nos cousins, cousines, frères, sœurs, les gens à l'école. Éducateurs. Voilà. Mais même nos camarades, si tu veux, nos comportements sociaux, ils viennent d'abord des gens avec qui on vive. Or, on passe le tiers de notre vie à l'école. Quand on est enfant, en développement, on passe le tiers de notre vie à l'école, le tiers de notre vie à la maison et le tiers de notre vie à dormir. Donc, sur les 2 tiers qu'on passe avec des gens, on passe souvent dans... le schéma classique, c'est d'être dans une cellule familiale, un foyer. Donc, la moitié du temps, on est conscient et l'autre moitié du temps, on est conscient. On est dans un système éducatif, souvent l'éducation nationale. Donc, ces 2 systèmes-là, on acquiert des façons d'être, la manière d'interagir avec les humains, c'est là qu'on l'apprend. Et on absorbe. On absorbe toutes ces choses et c'est très difficile de se rendre compte d'un comportement problématique lorsqu'on n'a pas le souvenir de l'avoir intégré. C'est-à-dire que si j'apprends la cuisine, j'apprends à faire le migrant de fruits à pain à 20 ans, c'est très facile pour moi de retracer. Ah oui, mais j'ai appris à 20 ans à le faire comme ça, mais en fait, c'est pas la bonne technique. C'est pour ça qu'il brûle à chaque fois. Bon, quelqu'un est venu et m'a expliqué plus tard. Ah, en fait, le migan, tu peux le changer, tout ça. Mais si jamais je me souviens plus quand est-ce que j'ai appris le migan et je l'ai toujours fait comme ça, pour moi, le migan a l'air bon alors qu'en fait, il est brûlé. Et c'est ça, en fait, le souci avec le système patriarcal, c'est qu'il est tellement ancré dans nos habitudes que c'est très difficile de changer notre manière de faire ou même de se rendre compte qu'on a des comportements problématiques, parce que c'est ça le vrai problème, c'est de se rendre compte qu'il y a des comportements problématiques hérités du système patriarcal qu'on reproduit parce qu'on ne sait tout simplement pas qu'ils sont problématiques en fait dans 99% des cas. Donc du coup tu vas parler justement des cercles de parole. Depuis quand tu y participes? Ça fait. À peu près, hein. Non, mais c'est justement, j'ai envie de dire 3 ans, mais en fait, ça doit faire au moins 6 ans. Je sais plus. Je pense que ça doit faire entre 5 ans, on va dire. Et Qu'est-ce qui t'a motivé à y participer?
Alors, je pense qu'il y a 3 choses. Je pense qu'il y a ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire des comportements problématiques où je me dis, mais je ne veux pas me retrouver à chaque fois dans les mêmes situations, les mêmes... toujours les mêmes situations dans lesquelles on se retrouve. Comme un éternel recommencement. Oui, et surtout des situations dans lesquelles, parce que d'abord j'ai commencé par des cercles d'hommes, toujours des situations où je me disais, mais en fait je comprends pas, est-ce que c'est de moi que vient le problème? En fait, je trouvais que j'avais beaucoup trop d'interactions violentes avec mes compatriotes. Beaucoup d'interactions violentes avec mes compatriotes. Et c'était pas un problème relationnel entre hommes et femmes, c'était par rapport à tes compatriotes. Déjà, quand on commence sur les cercles d'hommes, enfin à l'époque du coup où j'ai été intéressé, c'était d'abord sur des initiatives de cercles d'hommes purs, et c'était en fait, dans mon souvenir, pour l'objectif de base, c'était de se retrouver sur des sujets autres que on parle de femmes, on parle de foot, on parle de voiture, on parle de... Pour changer de contexte. Ouais, changer de contexte. Et puis, en fait, avoir une qualité de conversation avec des gens qu'on ne connaît pas aussi. Parce que c'est quelque chose de connaître, bon, c'est les copains, bon, voilà, on a l'habitude de parler entre copains, voilà, on parle de nos peines de cœur, on peut avoir des sujets plus sérieux, mais la plupart du temps, c'est très difficile de prendre la parole dans un groupe où on ne connaît pas les gens. Et en fait, ça... c'est quelque chose que je n'imaginais pas à quel point c'était puissant. À force de développer la communication avec des personnes qu'on ne connaît pas intimement, et ben en fait, on améliore notre communication au quotidien avec les gens qu'on connaît. Et en fait, on s'est rendu compte, parce qu'au début, on y va en mode « est-ce que ça va être bien ?» En fait, on s'est rendu compte, mais moi, en fait, j'avais cette problématique, j'en ai parlé à personne, je vais peut-être prendre des exemples après, mais j'ai une problématique, j'en avais parlé à personne, j'arrive en cercle, les gens parlent de cette problématique, et en fait, je suis pas tout seul à vivre ça. J'avais l'impression que j'avais un problème, ou que j'étais le seul à vivre des situations dans lesquelles j'étais mal à l'aise, notamment, je reparle ici de la violence d'interaction. Je veux dire, tu fais un blow avec quelqu'un, pourquoi une personne sort son coutelas de la voiture alors même qu'elle n'a pas encore vu l'état de sa voiture, on est déjà dans une violence qui est pour moi extrême en fait. Et la question c'était est-ce que c'est moi qui suis pas adapté à la violence de cette société ou est-ce que non on a vraiment un problème collectif de violence puisque c'est difficile de se rendre compte de ce fonctionnement violent quoi. Ok, donc du coup comme ça l'a déclenché. Pourquoi à ton avis tu continues d'y participer? Alors comme je l'ai dit, c'est par rapport notamment et principalement la communication, ma communication personnelle et aussi la communication que je peux avoir avec d'autres personnes, comme je dis, que je connais pas forcément ou même que je connais, puisque en cercle il y a aussi pas mal d'amis ou même de membres de notre famille. Et en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'améliorer notre communication, de parler de sujets dont on ne parle pas spécifiquement avec d'autres personnes. Et puis, je pense aussi que c'est aussi un endroit où on peut avoir des solutions différentes à des problèmes dont on n'avait pas pensé. C'est-à-dire que le seul autre contexte identifié, c'est d'aller chez un psychologue pour avoir des réponses à des problèmes d'ordre interne. Et des fois, on se pose des questions et on peut poser cette question en groupe et avoir des réponses et des solutions qu'on n'imaginait pas avoir. Ok, est-ce que tu vois là des exemples justement de sujets que tu as en cercle et qui t'ont aidé à titre personnel? Alors, l'un des principaux sujets est... Alors, il faut savoir, je vais expliquer quand même très rapidement le déroulement. Les cercles, pour l'instant, auxquels je participe, sont les cercles du compte Instagram Cercle d'Hommes Martinique, qui... on essaie d'avoir une organisation horizontale, c'est-à-dire que l'organisateur du cercle change, c'est une fois par mois, l'organisateur du cercle va changer à chaque fois. Le sujet et on demande des propositions de sujets sur le groupe WhatsApp du Cercle d'Hommes Martinique. Des propositions sont faites par plusieurs membres. Elles sont rassemblées dans un sondage et tous les membres votent
dans le sondage pour savoir quel thème est choisi selon le plus de votes, que le thème qui a récolté le plus de votes va être le thème du prochain cercle. Généralement, on fait 2 thèmes par cercle sur une soirée qui dure de 20h à 23h, voire minuit. Et donc, les thèmes sont discutés pendant à peu près 1 heure. Donc, c'est une organisation qui est efficace. On a un tour de parole, donc chacun prend la parole en levant le doigt et en attendant son tour, parce qu'il y a quelqu'un qui a comme job à chaque cercle de noter c'est le tour de parole de qui. Et puis on a un temps imparti de 3 minutes pour chaque intervention, qui sont possiblement étendues à 5 minutes pour un cas de témoignage. Les règles qu'on prône sont le respect de l'interlocuteur, la bienveillance au possible, et puis d'éviter justement les allers-retours, les ping-pong de conversation où 2 personnes vont monopoliser la parole sur un sujet. Jusqu'à maintenant, c'est une forme qui est efficace. Et du coup, pour mieux répondre à ta question, un exemple de sujet que j'ai trouvé intéressant, et on en parlait juste avant, c'est la reproduction des comportements toxiques hérités de l'éducation. Comment faire pour les identifier? Comment faire pour sortir des schémas violents, problématiques? Et comment faire pour ne plus reproduire dans l'éducation aux autres ces schémas-là? Parce qu'il y a aussi ce problème-là de se dire, même si des fois on sort de schémas, on va reproduire dans l'éducation d'autres personnes des schémas problématiques et toxiques. Excusez-moi, monsieur. Comme toi, tu fais également partie des cercles des hommes. Tu es également, je crois, cofondateur. Mm-hmm. Comment ça se passe par rapport, parce que tu parlais par rapport par rapport au sondage, ça avait certaines questions. Comment vous élaborez, comment vous listez les questions? Ben justement, on pose la question sur le groupe de quelles sont les thématiques que vous souhaitez traiter, et ensuite on fait le sondage en fonction de toutes les propositions. Et les 2 propositions qui reçoivent le plus de votes sont du coup échangées pendant le cercle. Est-ce qu'au fil des cercles, est-ce qu'il y a des questions qui... C'est comme un entonnoir, il y a des questions qui reviennent assez régulièrement, bien d'autres questions qui reviennent moins souvent. Est-ce que ça limite par rapport au nombre de questions? Pas du tout. Ah non, à titre personnel, toujours aussi diverses. Dans l'évolution, effectivement, on a des sujets de plus en plus diversifiés et variés. Je ne sais plus, en fait, la dernière fois qu'on a fait 2 sujets ressemblants. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais non, c'est relativement varié. C'est-à-dire que ça continue, c'est-à-dire que dans l'idée continue à s'agrandir, ça ne reste pas fermé et restreint. Je veux dire. Alors, en fait, si tu veux, il y a des sujets qui sont d'actualité et qui seront forcément uniques. Par exemple, si on veut prendre un sujet d'actualité bateau, on peut dire, comme on disait, les tenues pendant le carnaval. Ça peut être un sujet, tu vois. Il faut aussi se rappeler que les cercles d'hommes sont des espaces privés où la discussion est censée rester entre les membres des cercles. Sans jugement. Au possible. Après, en fait, si tu veux, chaque personne vient avec son bagage. Mais l'objectif, c'est pas de dire ah oui, j'ai un problème, ma copine m'a quitté, on sortait de 5 ans de relation, et puis d'avoir quelqu'un qui est en mode ah mais frère, t'as pas du tout fait ce qu'il fallait, tu déconnes, tu vois, genre l'objectif c'est effectivement que chacun ait une écoute bienveillante, attentive. Et puis, des fois, il y a des personnes qui sont juste là, effectivement, qui apportent leur témoignage pour dire, voilà, moi je me sens comme ça, sans chercher de solution, sans chercher à ce qu'on leur dise quoi faire ou quoi ne pas faire. Non, l'objectif, c'est... Il y a des gens qui posent des questions, je sais pas quoi faire, les gars, est-ce que vous avez un truc pour moi? Et il y en a d'autres qui sont en mode, les gars, j'ai juste envie de déposer ça là, j'avais ça sur le cœur, et puis voilà, tu vois, l'objectif, à mon sens, c'est d'être ensemble dans la bienveillance. Souvent, on a des conversations qui sont d'ordre, la plupart en fait, social et sociologique, mais on a pu aller dans des sujets très individuels, on est allé sur des sujets assez variés, entre des sujets de société et de sujets individuels, où
On a pu parler de thématiques qui sont tout à fait d'actualité. Là, je ne sais pas ça va être quoi forcément le prochain cercle, mais on a des thématiques qui sont généralement peu redondantes parce que ça fait quoi ? Ça fait peut-être 6 ans maintenant. 6 ans fois 12 mois, on va dire, il y a peut-être eu une 70 cercles en tout. Ça fait que, si on compte 1 ou 2 sujets par cercle, ça fait qu'on a peut-être fait 140 sujets. Et ça peut aller vraiment dans des sujets... ça va. Pour moi, à mon avis, on est à la surface de ce vers quoi on peut aller. On a parlé du deuil, on a parlé de la pornographie, de tout plein de sujets qui peuvent être individuels, qui peuvent être sociétaux. On peut parler d'afroféminisme dans un cadre où il n'y a que des hommes avec des hommes. Voilà, chacun peut encore une fois donner son avis, quel qu'il soit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas des exemples de questions qui sont déjà revenues, qui vous viennent en tête là, lors du dernier cercle par exemple? Le dernier cercle, c'était sur donc les violences éducatives. Ensuite, on a traité de l'homophobie. L'homophobie, en tout cas, l'hétéronormativité. Donc là, c'était sur le dernier cercle, les questions qu'on a traitées pendant le temps imparti. Sachant qu'on va parler justement des cercles mixtes. Le dernier cercle mixte, c'était sur les sacrifices dans les relations de couple. Donc d'ailleurs, justement, tu participes aussi au cercle mixte. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu participes au cercle mixte? Et pareil, en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à y participer? Je pense que les cercles mixtes, enfin en tout cas, alors je pense qu'il y a beaucoup de... Alors il y a les cercles d'hommes, il y a plusieurs initiatives qui viennent de différents endroits, en termes de cercles de parole. Il y a des initiatives de cercles de femmes, je connais plusieurs femmes qui sont dans des cercles de femmes différents, qui viennent d'initiatives différentes. L'initiative de cercle mixte que tu avais notamment lancée avec Madi, j'y suis depuis le début en tout cas, et ça fait maintenant peut-être 2-3 ans du coup peut-être. Pareil, avec une régularité d'1 fois par mois. La motivation, très clairement, est à peu près la même, augmenter la qualité de communication, qui a été très visible, c'est-à-dire que je me rends compte de l'efficacité véritable, c'est-à-dire que j'aurais été en thérapie avec un professionnel seul à seul, j'aurais jamais pu évoluer autant dans ma qualité de communication en tant qu'humain. D'ailleurs, je suis connu pour avoir un schéma de défense taiseux, c'est-à-dire quand je suis sur la défensive, en fait, je vais me renfermer vers moi-même. Et en fait, je me suis aperçu à quel point les disputes dans ma vie en général, que ce soit avec des disputes de couple ou même des disputes amicales, ont un goût différent. Et je dis pas qu'elles sont que tout va toujours mieux, mais je sens bien que je peux de mieux en mieux analyser ce qui se passe en moi en tout cas, et dire là en fait, ok, je suis fâché, mais pourquoi je suis fâché, je suis triste, pourquoi je suis triste, mais en fait, ok, je suis triste parce que je me souviens en cercle, en fait on avait discuté de ça, c'est logique d'être triste par rapport à ça parce que x, y, z raison, et les cercles mixtes, l'objectif c'était de dire là, on est entre hommes, donc c'est hyper facile parce que justement, on sait qu'on va pas être jugé par des personnes du sexe opposé. Et d'être en cercle mixte, ça permet de confronter aussi en mode, les personnes du sexe opposé, comment elles pensent, qu'est-ce que les filles, elles leurs attentes. Mais c'est pas leurs attentes en fait, si tu veux, c'est à quoi les personnes du sexe opposé, elles aussi, comment elles réfléchissent la relation entre elle et le reste du monde. Et parce que c'est pas une histoire d'attente, parce que dire attente, ça fait un peu comme si on était obligé d'attendre quelque chose d'une relation. Si tu veux, tu vas en relation avec des gens, et puis tu sais pas sur quoi tu vas tomber, c'est la loterie. Il y a des fois, la vibe elle est bonne, il y a des fois des gens, tu sais pas pourquoi, fuck up et tout, et puis il y a des choses qui sont très factuelles, où quelqu'un a un comportement qui est problématique, et juste t'as pas envie d'entrer plus loin en relation avec cette personne ou quoi, et d'avoir des femmes qui expliquent oui mais en fait ça c'est un comportement
qui peut être problématique parce que, ouais, mais en fait, tu ne vis pas dans le corps d'une femme, tu ne sais pas ce qui se passe chez elle ou quoi. Et en fait, ça, un exemple très simple, c'est de dire, oui, t'as grossi. C'est un exemple hyper concret de un adulte qui disait à une personne de notre génération, quand je dis adulte, je parle de parents, donc la génération 60-70 ans, qui dit à quelqu'un entre 30 et 40 ans, t'as grossi, tu vois, et qui se rend pas compte que c'est blessant. C'est blessant au possible. Et en fait, si tu veux, tu demandes à la personne va te dire ouais non c'était pas cool tout ça, et tu t'en parles avec donc tu parles avec la personne qui se retrouve du côté d'avoir subi ça, et puis tu parles à la personne qui l'a fait subir, et la personne qui a fait subir, ah bon mais non mais bon voilà je l'ai pas dit de manière vexante donc c'est bon, enfin tu vois, sans en fait justement à aucun moment la personne va forcément se mettre à la place. Ou même sans se mettre à la place, juste comprendre que l'autre personne ne va pas recevoir ce qu'on dit. Je prends un exemple qui est facile, sur lequel on peut tous et toutes s'identifier. Mais effectivement, c'est un truc, si on fait pas attention à comment on entre en relation avec les gens, en fait, on peut pas comprendre aussi que des fois, il y a des gens, je comprends pas pourquoi, ils sont vexes. Ils sont vexes parce que peut-être que on a fait quelque chose qui est pas sympa. Ce que je peux entendre aussi par rapport à vous dire, c'est-à-dire que c'est parce que ça pourrait être comme une thérapie. Mais je dirais que c'est même plus parce que, si ça fait 3 ans, 6 ans que tu suis, je pense pas que ça fait 6 ans que tu es dans une thérapie. C'est que genre, il y a aussi une communication, il y a aussi peut-être une rencontre, parler, tout ça. Donc c'est bien plus qu'une thérapie, c'est vraiment, ça rentre dans... Ouais, mais justement, c'est ça. Une confrontation, pas une confrontation, mais dans une discussion, j'ai envie de dire. En fait, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle je pense que beaucoup y retournent, et on va parler de ceux qui ne reviennent pas non plus, la raison pour laquelle on vient, c'est parce que on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on arrive enfin à avoir des réponses dessus. Mais il y a des gens qui... Mais quand on a les réponses de ce qu'on a, on pourrait se dire qu'on n'y va plus. Mais justement, c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est que il y a, comme tu dis, cette interaction, mais il y a aussi le fait de confronter notre réalité avec la réalité de nos contemporains et contemporaines. C'est-à-dire que des fois, il y a des fois où je vais en cercle, le sujet me parle pas, franchement, tout ça, et t'arrives et tu te rends compte. Pardon, mais c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique ou c'est un vrai truc en mode... Enfin, parce qu'on parle beaucoup de problèmes, mais il y a des fois aussi des trucs inverses en mode mais les gars, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Mais en fait, moi aussi, je me souviens quand j'étais enfant, et des fois, il y a des trucs qui te reviennent en mode mais en fait, ce truc-là, ok, je pensais être peut-être l'un des seuls à l'avoir vécu, mais en fait, il y a plein de gens qui vivent ça. Donc c'est un truc qui est normal. Donc et puis en fait ça reste une conversation entre personnes bienveillantes en fait. Donc c'est cool. Est-ce que là donc c'est pas comme un groupe de copains, que ça se détermine ensuite comme un grand groupe de copains? Non. Enfin en tout cas la manière dont ça s'est fait jusqu'à maintenant avec j'allais dire un peu le turnover, il y a beaucoup de gens qui reviennent régulièrement et des gens qui viennent ponctuellement. Voilà. Et si tu veux, moi les relations, en tout cas je pense, les relations que j'avais avant le cercle d'hommes, les relations amicales que j'avais avant le cercle d'hommes, soit ce sont des relations qui étaient d'avant, soit c'est des gens qui sont devenus amis, principalement en dehors du cercle. C'est-à-dire que il y a des fois des gens à qui tu finis par avoir des affinités, et puis tu dis mais allons check tout ça, et donc la relation amicale naît en dehors mais pas par rapport, c'est-à-dire que c'est comme un point de rencontre, mais qui ne s'est pas effectué de par le cercle. Oui, tout comme tu vas à la danse, tu vas faire de la kizomba et tu rencontres des gens, et puis il y a des gens avec qui tu vas avoir tu as un feeling, et puis dire allons manger un truc quelque part, tout ça, et puis vous devenez amis. Puis il y a des gens à la kizomba où ça va pas le... Alors je voulais quand même revenir sur le côté que tu as dit thérapie. Ça a des effets thérapeutiques, mais ce n'est pas une thérapie. Il faut bien faire la distinction, parce que justement il y en a beaucoup qui se méprennent par rapport à ça et qui pensent en fait que c'est une thérapie. Non, il y a le fait, comme il le dit, d'être confronté à sa propre réalité, de comment on s'inscrit dans une société, comment on s'inscrit avec d'autres hommes, comment on s'inscrit avec les femmes. Ça nous questionne nous. Et nous, du coup, on peut se saisir de ces choses-là pour faire un travail nous-mêmes, soit à côté, soit dans les cercles. Mais le but n'est pas en fait ce que les personnes viennent pour se soigner. Le but, en fait, c'est tout simplement d'échanger et, comme tu l'as dit, de créer un cadre. Et en fait, quand tu parles, par exemple, du fait que est-ce que ça va créer un groupe de copains, le cadre fait que non.
le cadre fait que non, on vient pour un objectif bien précis, on échange sur cet objectif-là, et ensuite on voit justement si après on a des affinités qui se créent. Mais c'est pas un cadre qui est là pour créer des amitiés. Il est là en fait vraiment pour formellement poser l'échange et le rendre possible, parce qu'on a constaté effectivement que si on ne pose pas ce cadre-là dans les relations de femmes, mais aussi entre hommes, la discussion, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire qu'en plus, il n'y a pas de sachant. Non, voilà. En Ok, plus, donc c'est à travers une intelligence collective, j'ai envie de dire, oui, que vous allez résoudre certains problèmes à travers la bienveillance et à travers l'écoute. attention, parce que là aussi tu parles de résoudre, c'est pas forcément performatif. On va pas forcément résoudre une problématique, on va en parler. Et ensuite, chacun voit s'il prend des choses pour solutionner, s'il considère qu'il y a des choses à solutionner. On est là pour de base donner son avis. Et après, il peut y avoir la démarche personnelle de se dire, ok, j'ai une problématique, est-ce qu'on peut en parler pour avoir des pistes de résolution. Mais c'est pas un schéma systématique, on vient pas en cercle pour ça. Et dans les cercles, c'est pas comme ça que ça se passe finalement. L'important en fait, c'est un cadre, et dans le cadre, on échange. On n'est pas là forcément pour venir chercher des solutions, et il faut bien que les gens l'entendent, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont cet a priori là, qui se disent bon, en fait, j'ai pas de problème, donc je vais pas venir chercher des solutions puisque j'ai pas de problème. Et voilà. Sauf qu'en fait, ce qui n'est pas compris, c'est que le fait de venir et de parler, d'échanger, même si on pense qu'on n'a pas de problème, en fait, ça fait du bien à d'autres personnes d'être juste confronté à la vie de quelqu'un sur une thématique, sans forcément qu'il y ait un truc où on est là pour résoudre il y a des fois où prenons un exemple très concret. Peut-être que le fait de parler, tu parlais d'hétéronormativité, il y a des gens qui sont extrêmement à l'aise avec ça. Ils sont à l'aise avec le fait qu'ils sont homophobes et qui sont ils assument clairement, et puis en plus en fait dans notre société martiniquaise c'est une norme. Donc quand je dis norme, c'est-à-dire que il y a plus de gens qui sont qui se définissent ouvertement comme que de gens qui se définissent pas ouvertement comme. Et je parle véritablement, je parle de si tu poses la question, pas dans un cadre public, mais dans un cadre privé, en mode, ouais, est-ce que t'es dans l'homophobie? Ou alors que il y a beaucoup de gens qui se définissent très clairement dans l'homophobie, ok. Et on en parle, et des gens, ils vont se dire, non, mais moi, je reste sur ça. Et en fait, c'est ok. Il y a aucun moment où il y a quelqu'un, il va te dire, en fait, les deux hommes ou deux femmes ne pourraient pas être ensemble. Tu poses ça là. Il y a des gens qui vont pas être d'accord. Dieu merci. Il y a des gens qui vont pas être d'accord. Il y a des gens qui vont être en mode, mais non, mais frère, c'est la vie des gens. Pourquoi tu te mêles de la vie des gens, en fait? Pas forcément. Et puis, en fait, genre, la personne, il est pas du tout obligé de dire, oui, mais frère, oui, je me mêle de la vie des gens, parce que ça me regarde. Mais en fait, ok, on va te dire peut-être éventuellement, c'est dommage pour toi, parce que du coup... c'est libérer la parole d'une certaine manière. Oui, ça n'a pas de sens de perdre de l'énergie dans ça, en fait, de te mêler de la vie intime des gens. Mais en fait, juste en parler, ça permet aussi à des gens qui sont pas forcément dans une décision arrêtée, mais qui se disent... intuitivement, je suis pas sur ça, tout ça, sans comprendre que ouais, mais en fait, c'est parce que quand t'étais petit, t'es allé à la messe, et qu'à la messe, il disait ça. Et donc, ça te rappelle que, normalement, c'est pas dans tes valeurs. Pourtant, effectivement, si tu réfléchis de manière logique, tu te dis, en fait, c'est vrai que c'est la vie des gens, en fait, donc je m'en fous. Par contre, moi, ça m'intéresse pas de voir la vie intime des gens devant moi. Et donc, il y a tous ces trucs-là où ça nous permet juste de nous placer dans un contexte de gens qui ont leur opinion sur certains sujets, mais ça, généralement, de toute façon, on arrive dans un débat, on repart du débat, et c'est rarement que on change d'opinion. Par contre, juste des fois, il y a en rentrant dans des conversations, il y a juste des points de vue qu'on n'imaginait pas. Et des fois, ces points de vue qu'on n'imaginait pas, c'est là où on a envie de changer notre point de vue personnel pour se situer en mode... Ah, mais j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Alors que t'es pas allé en thérapie, t'es pas allé pour machin, mais juste... Et ça arrive tout le temps. C'est en mode... tu peux parler d'ailleurs d'un sujet trivial, puisqu'on disait, c'est pour ne pas seulement parler de foot, de voiture, de femmes, de machin. On peut arriver sur un sujet hyper trivial, où on va parler, disons, entre copains, tu vois, on parle de voiture, et quelqu'un va te dire, oui, mais telle voiture va plus vite que telle autre voiture et tout, vous n'êtes pas d'accord? Et bien, ok, très bien, en fait, je connais un copain qui a telle voiture, viens, on va. Et puis tu te rends compte que c'est l'inverse de ce que tu pensais. La preuve par 3, la personne t'a prouvé le truc,
ok, tu vois. Et en mode nouveau point de vue, nouvelle opinion, et ok, très bien. Effectivement, j'avais pas pensé que le turbo en fait était plus efficace dans cette voiture-là, tu vois. Et je trouve que c'est ça qui est fantastique, c'est que tu vas pas pour une thérapie, mais il s'avère que des fois ça t'ouvre les yeux sur des choses auxquelles t'avais même pas pensé. Tu te disais même pas en mode ah ouais, ok, d'accord, ça c'est possible en fait. Des trucs vraiment, j'allais dire, concrets dans ta vie de tous les jours. Comme je te le disais tout à l'heure, là, c'est un regroupement avec une intelligence collective, comme je te disais, tu vois, le fait de se rassembler. Donc, il peut avoir plusieurs idées, plusieurs contextes, plusieurs vies. Et ensuite, chaque personne peut donner. Et voilà, ça reste tout ça. Alors, l'idée non plus, c'est pas de libérer réellement la parole. Parce que je pense pas que les hommes ont un truc où ils réfrènent leur par rapport parole. au contexte, par rapport à la thématique. Oui, non. Alors, il y a des thématiques, effectivement, où ça va être libérateur. Ça peut l'être. Mais je vais dire que par rapport au cadre, la priorité, c'est surtout d'écouter. Et d'écouter activement. Parce qu'en fait, comme il y a le cadre qui fait que tu ne peux pas intervenir pendant que quelqu'un d'autre parle, ça change déjà la façon de voir les choses. Je vais prendre un exemple tout con. Et là, j'insiste sur le fait de dire que c'est des fonctionnements très masculins. Deux hommes vont parler sur un sujet sur lequel ils ne sont pas d'accord. Regardez comment ils échangent. Et comme tu l'as dit par exemple tout à l'heure, des fois, quelqu'un va sortir un coup de là, tu n'as même pas encore parlé qu'il est déjà venu pour en découdre avec toi. Donc des fois, dans nos discussions, on est déjà là pour en découdre. Et en fait, on ne s'écoute pas. Donc s'il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas une figure d'autorité qui va être là pour nous dire « Hé, Péla, tu écoutes, ensuite il va parler, etc. » Comme ça peut se faire par exemple dans la justice. Mais en fait, il ne va pas y avoir d'écoute, il va y avoir une confrontation et l'un va vouloir le remporter sur l'autre. De toute façon, c'est des dynamiques qui sont très masculines, on l'a déjà identifié. Sauf que là, comme le cadre, c'est tu ne parles pas, tu écoutes et ensuite tu vas parler quand tu as levé ta main, que tu t'es inscrit, etc. Ben là, en fait, tu n'as pas d'autre choix que d'écouter. Et là, ça change radicalement la communication. C'est ça, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'organiser une communication. Et ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Mais l'objectif premier, c'est pas vraiment de libérer la parole. C'est vraiment de pouvoir écouter. Parce qu'on a constaté qu'entre hommes, on est dans des dynamiques de compétition constante. Et ce qui fait que même quand on communique, on est là pour obtenir une performance, voire même gagner. Comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as parlé du fait que c'est des solutions, on cherche des solutions, des problèmes, etc. C'est très performatif. Et ça, justement, c'est très masculin. Là, on n'est pas là pour ça. On est là pour vraiment organiser l'échange et faire en sorte que un individu A donne une information, un individu B la reçoit, la traite, et en fait, après, il est libre ou pas d'en parler. Mais une certaine discipline également, alors, tu disais aussi. Oui, c'est ça. Je vais en profiter d'ailleurs pour dire que les cercles n'ont pas commencé avec un cadre hyper bien défini. En fait, si tu veux, c'est ça qui est en fait fantastique. C'est que on est arrivé d'abord en mode, justement, plutôt... Puisque tu parles de ça à tes proches, donc il y avait plutôt des groupes de gens où beaucoup de gens se connaissaient les uns les autres. Et au fur et à mesure, tu as de moins en moins de gens qui connaissent un peu tout le monde dans le cercle, tu vois. Mais au début, c'était beaucoup ça. Donc comme au début, c'était ça, c'était forcément très collégial, puisque c'était déjà des gens qui se connaissaient et qui n'avaient pas envie de rentrer en confrontation. Mais à partir du moment où tu as eu des gens qui sont venus de un peu partout, parce que on est sur une page Insta par exemple qui est publique, un groupe WhatsApp où n'importe qui peut demander de rentrer dans ce groupe WhatsApp, tu viens en cercle et à un moment en fait on n'avait pas de cadre notamment sur la circulation de la parole et c'est confronté à ce problème là mais en fait on peut pas faire au fur et à mesure qu'on fait des cercles, on peut pas faire des cercles où on a deux personnes qui vont monopoliser la parole pendant la moitié de l'échange et puis en fait il y a plein de gens qui voulaient parler mais l'heure a tourné donc on est obligé de passer au sujet suivant parce qu'on avait défini ça et au bout d'un moment on a été obligé de mettre ce cadre et à partir du moment où on a mis ce cadre il y a eu deux choses qui se sont produites. Premièrement, c'est devenu contraignant. Je dis ça dans le mauvais sens et dans le bon sens. Quand je dis contraignant, c'est que les gens qui venaient pour débattre en fait je disais ah ouais mais je peux plus débattre, bon pas dit que je n'y vais plus en fait logiquement. Mais du coup, la qualité de conversation a pris un tournant majeur. C'est-à-dire que les gens, comme tu le disais Ulrich, sont obligés d'écouter. Et comme ils sont obligés d'écouter, ça les force à faire deux choses. Premièrement, quand quelque chose a déjà été dit, que tu avais envie de le dire, dès que tu vas essayer de faire donc de la redite, tout de suite, ça va être ennuyant et automatiquement, la redite
se termine, puisque tout le monde écoute en fait ce qui se passe. Donc des fois en fait tu as une prise de parole et puis ton tour est dans 5 et puis tu arrives et la personne a dit exactement ce que je voulais dire, c'est bon, je passe mon tour de parole en fait. Donc déjà on a une amélioration de la qualité de conversation. C'est ce clair. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas thérapeutique, mais je trouve que ça ruisselle dans la vie de tous les jours. Parce que depuis ça, je trouve que, en tout cas je le fais pas tout le temps, mais je trouve que j'écoute beaucoup mieux quand je suis dans une conversation, en mode ah ok c'est ça qui est en train de se passer. La personne a dit ce que j'allais dire et avant j'aurais redit la chose. Même il y a 5 ans, tu vois, 5-6 ans. Même aussi retenir également, tu vois, retenir l'information, revenir aussi par rapport à quelque chose qui a pu te marquer. Donc voilà, ce travail d'écoute il est important. Ouais, c'est clair. Et du coup, comme par rapport à ce qu'il disait, dans les cercles mixtes, là ça va être retranscrit sur là j'écoute une femme parler et une femme écoute un homme parler. Et pareil, en fait, ça change radicalement les échanges. Parce que pareil, pour participer à des moments comme ça, notamment des conférences, des beaux cantages, où il n'y a pas de cadre, hop, ça part en vrille. Là, il y a le cadre, et là, en fait, tu es obligé d'écouter. Et comme tu es obligé d'écouter, en fait, là, tu n'as pas le choix que de te dire, ah ouais, en fait, là, c'est pas quelqu'un que j'ai pris sur les réseaux, que j'ai décidé d'écouter ou pas. Là, c'est quelqu'un qui est en face de moi, qui dépasse la réalité. Ah, ok, d'accord. Effectivement, c'est assez, ça se tient. Et ce qui fait qu'il y a des personnes qui étaient même dans le camp des masculinistes qui ont évolué parce qu'ils se sont rendus compte en fait que ce qu'ils voyaient sur les réseaux c'est pas la réalité du terrain. Donc en fait, comme l'a dit Ven, on a aussi appris de nos expériences. C'est pas un cercle qui est là, qui est figé depuis le début. Non, on apprend nos expériences et comme on l'a dit, c'est une hiérarchie horizontale. Donc on fait en sorte qu'il n'y ait pas de hiérarchie. En fait, on s'adapte et donc du coup il y a d'autres idées qui viennent et on les inclut et on change au fur et à mesure. On fait en sorte vraiment de créer ce cadre-là et qu'il ne soit pas strict mais mouvant. Est-ce qu'on ne met pas un peu, je dirais, son ego de côté? C'est obligatoire. c'est pas... c'est la condition sine qua non à ce que ça marche. En fait, c'est que justement, on a dû poser un cadre parce que des gens n'arrivaient pas à mettre leur ego de côté. Et en fait, c'est ça que je trouve fantastique. C'est que je pense que si on n'avait pas mis ce cadre-là, on n'aurait pas pu faire des cercles mixtes de qualité. Parce que, en fait, et c'est... Déjà, on est entre hommes. On n'est pas forcément d'accord sur les sujets, d'accord ? Mais quand on rajoute en plus la problématique de genre dedans, la domination du patriarcat, oui, mais de toute façon, c'est une femme, donc est-ce qu'elle a raison ? Enfin, tu vois, genre, bon, et vice-versa en plus. Et vice-versa de la femme également. On est d'accord, il y a des comportements en mode « Ah mais non, mais de toute façon, oui, mais les mecs, ils pensent comme ça. » Et en fait, il y a beaucoup surtout dans les cercles mixtes, en mode « Ah bon ? Ah mais en fait, je pensais que les gars, vous pensiez que ça, et t'es en mode, peut-être qu'il y a des gars qui pensent ça, mais peut-être qu'il y a des gars qui pensent pas ça. Mais comme tu dis, entre ce que tu expérimentes toi dans ta vie de tous les jours, je veux dire factuellement, tu observes quelque chose, et puis ce que d'autres personnes vont rapporter de leur vie qui est aussi très factuel, en mode, voilà comment ça se passe chez moi en fait. Il y a un truc de... Ah, mais j'avais pas compris que c'était possible d'avoir une façon différente de fonctionner et tout. Et après, encore une fois, la personne va peut-être le prendre pour le mettre dans sa vie ou dire non, mais ça, c'est un fonctionnement qui... ça ne me parle pas du tout. Ok, d'accord, ok, le truc est dit là, mais il n'y a pas de problème, tu vois. Et donc, c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est que le cadre a permis justement, en enlevant cette problématique de oui, mais l'ego veut absolument avoir raison, on arrive sur un truc qui, de facto, a un symptôme thérapeutique. Puisque, justement, on a déjà plus ce truc de oui, mais bon, justement, comment on va recevoir ma parole ? Enfin, je trouve qu'il y a cette liberté et cette bienveillance qui est beaucoup plus... Excuse-moi, même avec la femme, il y aura cette liberté-là de parole. Justement, c'est que l'objectif du cadre, c'est que la liberté de parole soit... Parce qu'il y a des cercles où on dirait que tout le monde se connaît depuis 10 ans. C'est un truc de fou. Alors que la plupart des gens ne se connaissent pas, mais dès le début... En fait, il s'est passé une vibe qui était bonne parce que le cadre a mis une vibe qui était, on va dire, plus accessible. Si quelqu'un va commencer, on sait déjà le thème qu'on a. Quelqu'un va commencer par un témoignage et la personne va dire ah oui, donc là on est en train de parler de quelqu'un qui a eu un cancer et moi ça me parle parce qu'en fait mon tonton a eu un cancer et en fait il y a des cercles où on arrive et on est dans le vif du sujet au bout de 2 minutes et alors qu'il y a des cercles où
on patauge parce que les gens, oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi et tout. Et en fait, le cadre a permis de lisser ça et d'arriver beaucoup plus rapidement dans le non. Et quand tu parlais justement d'ego, on va arriver sur comment tu ressens la participation des hommes dans ces dynamiques. Vas-y, là. Je suis très déçu. Non, blague à part. En gros, oui, on étant participant régulier des cercles depuis longtemps, il y a ce problème je pense, c'est très difficile de se remettre en question et de remettre des comportements problématiques en question. Et le cadre, comme je le disais avant, invite à, oui mais c'est compliqué, de se remettre en question, juste pour respecter le cadre, je veux dire. Je parle pas du thème en soi. Le fait de respecter le cadre implique de mettre son ego de côté, implique d'être dans une écoute active, et c'est contraignant. Et comme c'est contraignant, on s'aperçoit que je suppose, là je vais faire une analyse sociologique sortie du chapeau. Ok, et j'ai pas de chapeau. Donc. Mais tu as des cheveux. Voilà, et donc moi je suppose que ça demande beaucoup. Pour deux raisons. Premièrement, c'est l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut organiser le cercle. Donc, tout comme pour le sujet, on essaye au maximum de faire des sondages WhatsApp pour savoir le lieu et l'heure. Bon, pour le lieu, c'est compliqué. Jusqu'à maintenant, c'est difficile de trouver un lieu en fait couvert avec qui peut accueillir une trentaine de personnes, souvent le week-end. Donc ça c'est déjà une première problématique. J'ai dit une trentaine de personnes, c'est vraiment le max du max. Mais on est sur entre 10 et 20. Dans le cercle mixte, par exemple, on part sur 10 hommes, 10 femmes. On essaye d'avoir au maximum une parité. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, les femmes sont 10 femmes. Si on ouvre les inscriptions à 19h, à 20h, tout le monde est inscrit. Les hommes, si on fait une semaine à l'avance, les hommes, on a au mieux 7 inscriptions, et le jour J, on a 3 annulations. Et donc, il y a deux problématiques. Il y a cette problématique d'effectivement la participation des hommes. Je parle vraiment au cercle mixte. Pour les mixtes, ok. Oui, je parle du cercle mixte. En fait, le cercle d'hommes, ça fluctue beaucoup selon, j'allais dire entre guillemets, la saison. Par exemple, au début, on faisait le samedi-dimanche. Et on avait une fréquentation qui était de l'ordre de entre 5 et 15, d'accord ? De manière régulière, j'ai envie de dire. Et en fait, à un moment, on s'est aperçu qu'on passait de 15 à 10, à 5, et à un cercle, on s'est retrouvé à 3, et on s'est dit, il y a un problème. On a changé de jour pour le mardi soir, fréquentation 20-25. D'une semaine à l'autre, hein. Et on s'est dit, ah oui, ok, donc en fait, il y avait un vrai souci mais en fait, l'horaire n'était pas le bon. Et en fait, on demande, et les camarades nous disent, ouais, mais en fait, moi j'ai des enfants, et le samedi après-midi, je peux pas, les gars, parce que les enfants, ils sont avec moi, en fait. Alors que le mardi soir, en fait, je peux, parce que les enfants, je les ai le week-end, ou un week-end sur 2. Et en fait, le mardi soir, c'est bon, j'ai pas d'activité, je peux, c'est cool. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'aperçoit qu'il y a moyen de faire des choses. Donc, je pense qu'il y a deux problématiques. Il y a la problématique les cercles mixtes. On est, par contre, souvent obligé de le faire en week-end, par rapport à la problématique du lieu, parce que sinon, on est obligé de le faire dehors, mais de le faire dehors, parce que les cercles d'hommes sont sur la place de Schellcher, au niveau du cercle nautique de Schellcher. Et c'est en extérieur, mais s'il pleut, voilà, le cercle est annulé. Et donc les cercles mixtes, on peut pas se permettre en tout cas j'estime qu'on peut pas se permettre ça, donc il faut trouver un endroit, et le seul endroit qu'on a trouvé à l'heure actuelle qui nous accueille gracieusement, là le samedi après-midi. Et du coup, ça revient à la problématique. On revient à la problématique. Donc il y a cette première problématique, et la deuxième problématique, c'est la problématique de l'engagement, qui pour moi il y a cette problématique de l'engagement, de se dire oui, en fait là j'ai des activités et je vais pas aller dans une conversation où je sais que ça va me demander de avoir de l'écoute active, mettre mon ego de côté, etc., etc. C'est déjà le faire entre hommes, c'est déjà quelque chose, c'est déjà bien, mais le faire en plus avec des femmes, ça demande encore plus. Et souvent en fait, je pense qu'il y a ce problème-là. Et puis le deuxième, moi par contre ça touche tout le monde, c'est des annulations de dernière minute. Beaucoup de gens s'engagent. On a, comme je dis, 10 engagements d'un seul coup. Et donc, si on estime qu'on fait carton plein et qu'il y a 20 personnes qui sont engagées, il y en a moins de 15 qui viennent. La tranche d'âge, à peu près, des participants? Entre 26, 27 jusqu'à 40, 45. D'accord, ok. Ouais.
coup, moyenne. on arrive quand même On n'a pas vu l'heure. à la fin, donc ça prouve des que paroles. ça belle. Est-ce que tu as un mot de fin? Ouais, venez. Voilà. Cercle des hommes Martinique et Tu as le contact également. sur Instagram. Cercle des hommes Martinique, tout collé. Pour le cercle mixte. Ouais, c'est aussi, on peut passer par là ou Ouais. passer par la page Cercle des Hommes et ensuite j'inscris sur le groupe WhatsApp Cercle Mixte. Voilà. Et sinon, le mot de fin, c'est je souhaite à ce que nos compatriotes augmentent leur qualité de conversation en se déplaçant et en venant au cercle. Et enfin, j'espère qu'on va réussir à évoluer collectivement parce je pense qu'on a du travail et que les fruits valent le coup, quoi. Je dis ça vraiment, et bon, c'est facile de mon point de vue, mais en fait, et ben, j'en parlais encore ce matin à une copine. Il y a 5-6 ans, j'aurais jamais pensé que ça puisse être beaucoup plus efficace que tout ce que j'avais fait avant. Parce que je veux dire, j'ai des amis avec qui je parle, avec qui j'ai des discussions profondes, mais rien n'est aussi efficace que le faire collectivement pour avoir un vrai... Je trouve que ça a eu des changements extrêmement positifs dans ma vie. Tu s'entends comme tu as pu évoluer. Non, pas en tant qu'humain, en fait. Qu'humain. C'est vraiment ça, c'est vraiment en tant qu'humain. Je parle en tant que toi, surtout. Ouais, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est pas une histoire de... Ouais, en fait, j'ai pas envie de me définir spécifiquement en tant qu'homme ou pas homme. C'est-à-dire que... parce que je dis ça parce que les femmes qui me témoignent de ce que les cercles de femmes font dans leur vie, c'est la même chose. De manière générale, ça a eu des effets très positifs dans ma vie. Et je te dis des effets très positifs, pas forcément de manière intuitive, mais c'est-à-dire que ça m'a aussi des fois permis de faire le tri dans des relations et de me dire, en fait là je suis dans une relation qui est pas correcte avec quelqu'un et qui m'a fait des fois aussi séparer des relations qui étaient mauvaises, juste parce que tu te rends compte quand tu parles avec d'autres gens que oui, il y a des moyens, il y a des comportements qui sont pas acceptables et il faut aussi arrêter de les accepter, en fait, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu trouver ailleurs. Parce que si jamais, imaginons que j'étais juste resté à parler avec des amis ou quoi, peut-être que les amis m'auraient dit « Mais non, mais t'inquiète, c'est la personne, elle est comme ça et tout. » Et des fois, aller en cercle, des fois, ça te fait te rendre compte. Ouais, moi, j'étais avant comme ça et je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je perde mon énergie dans ça. Et après, je te dis « Ah, c'est pas bête ça. Bon, je vais essayer une fois. » Et puis la première fois, franchement, c'est bizarre, c'est très malaisant. Et a posteriori, tu te dis, mais en fait, depuis que j'ai coupé cette relation-là, en fait, je me sens moins fatigué. Parce qu'en fait, ça me prenait de l'énergie, machin. Et je donne un exemple concret, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, dans la vie de tous les jours, même moi, je suis content de savoir, en fait, beaucoup mieux parler à des gens que je connais pas. Je veux dire, là, on se connaît pas spécifiquement, tout ça, machin. Mais en cercle, ça m'est arrivé devant des gens que je n'ai jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, de parler de sujets où je me suis dit, mais j'aurais même pas forcément parlé de ça à des gens que je connais, mais voilà, le sang du sang, tu vois. Et ça, je trouve ça formidable. Viens! Je ne t'ai pas vu encore. Mais je pense que ton mot de fin était escalon aussi. ton mot de fin. Ouais, non mais venez, voilà, le mot de fin c'est venez les gars, venez. Non mais voilà, faut... Non mais je constate également que pour la société en elle-même, parce que comme tu disais, à la base, tu étais assez violent d'une certaine manière avec tes compatriotes, je pense que cette relation-là s'est assagie, tu vois les choses différemment, je pense. Oui, mais c'est pas fini, voilà. Non, mais vraiment, c'est tous les jours. Donc voilà, donc ce travail-là s'est effectué là, donc j'invite à tous les Martiniquais, voilà, une invitation et on m'a invité donc. Et Martiniquais. Exactement. Donc, voilà. Moi, c'est juste un petit coup de gueule. J'aimerais que on soit vigilant par rapport aux personnes, et notamment des hommes, qui donnent dans le pathos. Donc, quand il y a un suicide, quand il y a une tragédie qui concerne un homme
On a plein de belles vidéos. Mais messieurs, parlons-nous sérieusement des choses, etc., etc. Et que du coup, on voit ça, on se dit, c'est génial. C'est des gens qui sont dans notre dynamique, qu'on envoie une invitation et on a un pouce ou bien une flamme. Et on ne vient pas, on ne se responsabilise pas. Et je ne parle pas seulement des cercles d'hommes, je parle de tous les événements qui sont faits pour assainir les relations hommes-femmes où on est les hommes en minorité. Donc, s'il vous plaît, les personnes qui suivent, ou les mêmes personnes qui font ça, soyez vigilants et arrêtons ce cirque, parce qu'on voit très bien en fait que c'est du cirque, surtout nous qui sommes impliqués à ce niveau d'implication-là. Arrêtons avec ça et mettons-nous en fait au travail. Retroussons les manches, allons, ça ne coûte rien en fait de venir. Je ne parle pas seulement des cercles, mais Papa Génités, de ce qu'ils font, la PAPAM, toutes les associations qui œuvrent dans ce sens-là, participons, parce qu'en fait, on fait tous le même constat, c'est que les hommes n'y sont pas. Les hommes ne viennent pas. Voilà, et alors je voulais pas rentrer dans le vif du sujet, mais voilà, let's go. Il y a ce truc-là qui est quand même hallucinant. Il y a eu une conférence débat il y a un an, peut-être un an et demi. C'était à la médiathèque du Bourg du Lamentin. Le sujet était hyper intéressant sur justement les relations entre les hommes et les femmes en Martinique, nos schémas qu'on retrouve spécifiquement en Martinique, avec une doctorante qui est venue du coup en parler. Il y avait 120 je sais plus c'est quoi les chiffres, c'était hallucinant. Il y avait 15 gars. Ouais. Je crois que c'était 120 femmes, 20 hommes. Et en fait la communication a été faite sur les réseaux de femmes, les réseaux d'hommes. Et en fait, le sujet intéresse, mais c'est juste que ça m'intéresse pas au point que je vais y aller non plus. Non, parce que il y a peut-être des fois de la peur de peut-être se faire taper sur les doigts, des machins. Pas du tout. Vous dites, on constatait ça avec Papa Génités, quand on regardait, quand on faisait un peu le pourcentage par rapport au nombre d'abonnés d'hommes et de femmes, eh bien, les femmes étaient majoritaires. Oui. Voilà. Donc, c'est un truc qui s'appelle Papa Génités, c'est pas moment. 60% de femmes abonnées et 40% d'hommes. Ouais. Donc, ou bien sinon, on va faire des manifestations à la Coupe Papa à Saint-Joseph, mais il y a peu d'hommes également. Ouais. Donc voilà, limite, c'est un combat pour faire venir les hommes. Et surtout un travail qui concerne les hommes. Là, on parle des cercles d'hommes, mais comme tu disais, la PAPAM, la Coupe Papa, etc. Donc, messieurs, vous savez ce qu'il faut faire. Bon, entre-temps, merci. Ton mot de mot, frère Olivier. Voilà, comme c'était ça, c'est un coup de gueule. Et si jamais, effectivement, vous pouvez avoir un avis totalement contraire, encore une fois, on constate en tout cas et on confirme que nous, on est ouvert justement à la discussion. Venez échanger, dites quels sont les freins et on verra en fait si c'est possible de les lever ou non. Surtout les jours ont été changés aussi. C'est plus le samedi après-midi, c'est le mardi soir. Donc, pour permettre également aux hommes. Mais là, on est en train de réfléchir à même rechanger de jour, puisque on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit en ce moment. Parce que tout change d'année en année. Tu vois, il y a des gens qui nous disent, on a eu 3-4 personnes qui nous ont dit, ah oui, mais en fait, le mardi, moi j'ai des activités là, ça m'arrange plus le jeudi. Ça se trouve, on va refaire un sondage, on va se dire, ah bah en fait, non, c'est le lundi. Ou ça se trouve, ça va retourner sur un jour du week-end. De toute façon, c'est évolutif. Ah oui, c'est ça. C'est évolutif, ça bouge. On voit que s'il y a un truc, s'il y a une baisse de fréquentation, il faut qu'on identifie, peut-être que le cadre est trop restrictif, il y a peut-être des choses à changer et on n'est pas fermé, mais on constate, et ça c'est sûr, c'est le manque de responsabilisation. Et encore une fois, moi la responsabilisation, c'est pas de dire je suis disponible, je suis pas disponible, c'est pas ça. La responsabilisation, c'est de dire ah oui, j'ai envie de venir, je dis publiquement j'ai envie de venir, je dis publiquement que je vais venir ou pas là. C'est l'engagement. C'est l'engagement, la responsabilité. J'ai dit publiquement je vais faire ça, je le fais en fait. Et ça c'est très, très, très difficile. Très, très important. Petit message, du coup, à celui qui se dit préfet numéro 2. Quand il vient en Martinique, on est ouvert. C'est tout, au vu de l'actualité, on est totalement ouvert. S'il est dans une dynamique authentique. Donc voilà, bien entendu, j'espère. Bon, entre-temps, téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous avez apprécié cette émission ce soir. Beaucoup de choses ont été dites. Et donc, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.